Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Julie Peyrat, donc moi pour changer je viens de l'Aveyron. Du coup l'idée c'était de présenter aujourd'hui, de faire un témoignage sur des démarches que l'on met en place en fait sur le terrain. Donc moi je vais vous présenter, alors il y a un terme sur lequel j'insisterai, on parle d'autonomie protéique aujourd'hui, mais on voit que c'est difficile aujourd'hui d'être autonome sur son exploitation. Donc l'idée de cette démarche, c'est d'être autonome sur son territoire. Donc celui qui nous correspond, c'est l'Occitanie. Et je vous démontrerai, donc on peut créer des filières oléoprotéagineuses du champ à l'auge et qui ont du sens pour les éleveurs du territoire. Donc juste pour rappeler quelques éléments de contexte que certains connaissent sûrement, sur la gauche, vous avez un graphique qui représente en fait le lien entre la production de protéines et la consommation de protéines, sous forme de tourteaux notamment. Donc on voit que la France, dans les années 90, donc c'est à peu près les troisièmes barres, arrivait à assouvir, on va dire, son besoin en protéines. On avait notamment des cultures de colza et de protéagineux qui étaient assez présentes en France, et surtout une production de tourteaux qui s'est développée sur le territoire. Donc on a réussi à combler ce déficit dans les années 90. Malheureusement, ce déficit s'est creusé de plus en plus depuis récemment parce qu'en fait les cultures de colza et les surfaces ont diminué. On a aussi, il faut le dire, de plus en plus de besoins en tourteaux. Je vais faire un parallèle sur une filière qui est très présente sur notre région. La filière au vin lait Roquefort, c'est une des plus grosses consommatrices de tourteaux de soja non OGM sur notre territoire. Alors je sais que les Bretons me diront, c'est pas les consommations qu'on a en tourteaux de soja sur la Bretagne. Malgré tout, sur notre territoire, c'est quand même assez marqué. Alors, justement, sur le graphique de droite, je vous ai présenté les cultures, puisqu'on est quand même aussi en Occitanie, avec le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers. On est quand même un territoire de culture. Vous le voyez, on produit avant tout, comme sur d'autres territoires, des céréales. Avec le contexte qu'on a passé en 2022 et le prix des céréales qu'on a eu, il se produit encore beaucoup de blé, d'orge, de maïs et de tournesol. Malgré tout, donc je vous ai mis deux petites flèches en rouge. En bleu, c'est la surface de soja. Donc on représente quand même un tiers du territoire français en Occitanie en termes de culture de soja, ce qui est pas déconnant. Et en protéagineux, donc dans les protéagineux, on va compter notamment la féverolle et le pois. On voit que ça représente très peu en termes de surface. Néanmoins, elles existent et il y a des choses à faire par rapport à ça. Le lien avec les besoins, j'en ai parlé. Donc je vous ai pris ici un exemple d'une étude qui a été faite par le réseau Inosis en 2019 sur les systèmes au vin lait Roquefort. Alors, je reviens sur ces termes d'autonomie. Donc l'autonomie massique comprend effectivement plutôt une histoire de quantité. Donc quand on regarde au niveau de la ration, au niveau des fourrages, on est plutôt sur ces systèmes autonomes. Là où on va pêcher, c'est surtout sur la partie complémentaire, parce qu'effectivement, dans une ration, il n'y a pas que des fourrages, il y a aussi des complémentaires. Et là où on pêche sur ces complémentaires, c'est ce que je vous ai entouré en rouge, c'est sur la partie autonomie protéique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est toute la partie tourteau qui est achetée et qui est souvent achetée en dehors du territoire français. C'est là où on a du mal aujourd'hui dans ces exploitations à pouvoir être autonome et à pouvoir assurer les besoins des animaux. Donc, dans le projet que je vais vous présenter, ce qu'on a voulu travailler, c'est exactement ça, c'est contribuer à l'autonomie protéique de son territoire. Non pas à l'échelle de chaque exploitation, mais refaire du lien entre notre région céréalière et la région de nos élevages qui est consommatrice de tourteaux. Donc, le premier objectif, c'est effectivement produire ces protéines au champ. Donc, sans vous faire le détail, dans ces productions et dans cette collecte qu'on va faire, on a insisté sur pas mal de choses. Donc les cultures qui seront concernées sont le lin, le soja, la féverolle et le pois. Là où on insistera pas mal, c'est d'accompagner les agriculteurs vers des itinéraires techniques innovants. Je ne vous fais pas le détail, mais il y a notamment la démarche CAP Agronomie de Terre Innovia qui sera utilisée pour accompagner les éleveurs, notamment à retravailler la fertilité des sols ou à diminuer la partie produits phytosanitaires. Et enfin, c'est aussi retrouver de la valeur pour ces cultures-là. Parce qu'aujourd'hui, si on ne produit plus ces protéagineux sur le territoire, c'est parce qu'il n'y a plus de débouchés. Donc c'est redonner de la valeur à ces cultures. Donc une fois que ces protéines sont produites au champ et sont collectées par notre groupe,
L'idée, c'est de les transformer. Alors ça tombe bien, on a aujourd'hui dans notre groupe RAGT des usines qui possèdent notamment un extrudeur. Donc un extrudeur, ça permet aujourd'hui de transformer les protéines. Et l'idée, ça sera de transformer dans nos usines localement ces graines. Alors, il y aura la partie extrusion, mais il y aura aussi la partie trituration, puisque l'idée, c'est aussi d'implanter un triturateur de colza en Occitanie, et je vous expliquerai pourquoi. Enfin, la dernière partie, et je vous montrerai un exemple, comment aussi on va intégrer derrière avec les filières animales ces protéines. Donc je vous montrerai un exemple d'une filière qui s'est engagée avec nous dans ce projet. C'est la filière d'agneau viande sous la mer qui s'appelle Loupayol, qui est en label rouge, et qui a commencé à mettre en place des essais avec ces protéines locales-là qui ont été extrudées. Donc très rapidement, en termes de production et de collecte, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en Occitanie, on collecte quelques protéagineux. Vous voyez les 3 barres en dessous, il y a la févrole, le pois et le lin. Ça reste encore en dessous des 20 000 tonnes, donc on en fait encore trop peu. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on va essayer de travailler pour trouver un prix intéressant aux producteurs. En termes de soja et de colza, vous le voyez, donc en soja on maintient la barre des 110 000 tonnes sur l'Occitanie. Par contre, on voit qu'en colza c'est très compliqué. Et la raison de ça, elle est marquée en noir sur blanc au-dessus. Ces difficultés de semis, notamment liées au cas de sécheresse, et des impasses techniques, notamment pour traiter les ravageurs, parce que comme vous le savez, depuis le 2018, il y a des produits qui ont été interdits et c'est de plus en plus difficile de pouvoir traiter ça. Juste, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, à droite, c'est la part de la collecte occitane dans le Total France. Donc on voit qu'en soja, on représente un tiers du territoire. C'est pas anodin et je pense qu'on peut en faire encore pas mal de choses. Donc juste, c'était pour vous donner un exemple pour finir sur la partie production et collecte. À gauche, vous avez les objectifs que l'on s'est donnés sur 3 ans, de 2022 à 2024, sur les différentes cultures que j'ai évoquées. À peu près, ça veut dire que sur la févrole, le lin, on va être sur une trentaine d'apporteurs, autour de 900 tonnes sur la févrole et 500 tonnes sur le pois. Le lin, on est un peu plus d'une trentaine d'apporteurs avec à peu près 1000 tonnes de prévus. Sur le soja, ça fait à peu près une centaine d'apporteurs avec un objectif environ de 2000 tonnes et 5000 tonnes sur le colza puisque c'est une culture qui est quand même encore assez présente avec plus de 200 à 300 apporteurs sur le territoire. Simplement, sans faire de détails parce que ça peut être intéressant, à droite, je vous ai montré un exemple de contrat. Donc je vous ai présenté le contrat qu'on a sur le colza, qu'on a appelé nos colza d'ici. Simplement, sans détailler, vous voyez que dans ce contrat, ce qui est important, c'est surtout d'accompagner les agriculteurs pour aller faire des techniques innovantes. Vous voyez, association avec une variété précoce pour servir de piège à méligette. Ça, c'est des choses auxquelles on tient dans la production et qui seront primées pour les agriculteurs. En termes de transformation, du coup, il y a 2 choses qui seront transformées sur notre projet. Donc la première pour le colza, c'est de pouvoir faire du tourteau de colza local avec notre triturateur qui sera situé à Albi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais nous en région Occitanie, le colza que l'on récupère dans les ports à 7, il est transformé au Mériot dans l'Aube. Ça fait à peu près 740 km. Donc c'est en termes de transport et d'environnement, c'est une vraie hérésie. Donc l'idée, c'était de pouvoir être autonome sur notre territoire. Et vous le voyez, je vous l'ai marqué, l'objectif est de collecter à peu près 4000 tonnes de graines et ça transformera à peu près 2000 à 3000 tonnes de tourteaux, ce qui correspond à peu près à 56% de nos besoins à l'usine. Sur l'autre transformation qui est prévue en termes d'extrusion cette fois-ci, donc ça concerne le lin, la févrole, le pois et le soja bien sûr. Donc vous voyez, il y aura 2 types de formes qui seront prévues. Donc des graines extrudées, mais aussi on va faire du floconnage pour derrière créer en fait des aliments et des mélanges qui pourront être intégrés soit à des céréales produites sur la ferme, soit directement sur des aliments complets pour des gens qui ne seraient pas autonomes du tout. Donc l'ensemble de ces complémentaires protéiques seront bien collectés, transformés et produits sur le territoire, à destination aussi bien pour de la brebis, du bovin que de la chèvre. Enfin, pour respecter le timing, un exemple de filière animale qui s'est engagée avec nous dans ce projet-là.
Donc c'est la filière d'agneau loup-paillole, qui est un agneau sous la mer, en label rouge. Donc vous le voyez, en fait, on a mis en place un essai avec un groupe témoin qui utilise son complémentaire habituel et un groupe extrudé, qu'on appelle extrudé, où en fait on va intégrer 4% de lin, pois, févrole extrudé. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de résultats à vous montrer. Ce qu'on a, puisque ça vient de commencer, ce qu'on a mis en place, c'est d'essayer de faire des variations au niveau de la ration sur la matière grasse, puisqu'il ne faut pas oublier que dans ces produits extrudés, on garde la matière grasse, et ça a du sens, sur les PDI et aussi les acides aminés. Et l'intérêt de ça, c'est de voir l'effet sur les carcasses, sur la tenue des carcasses, sur le poids, l'âge et tout ça. Et donc, il y a un abattoir qui est partenaire de ce projet pour qu'on puisse aller faire ces mesures-là. Donc, en conclusion, et pour respecter le timing, le but de ce projet, c'était quoi? C'était de redonner du sens, en fait, en termes de culture et de besoins en termes de tourteaux sur notre territoire. Donc, ce qu'on attend, c'est au niveau des producteurs et des céréaliers de pouvoir rémunérer à la juste valeur leur culture, redonner du sens, parce que vous le savez, ça a été dit, les légumineuses, ça a du sens pour les sols aussi. Donc c'est redonner du sens à tout ça. Réduction des transports, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a énormément de transports quand on regarde la graine et sa transformation. Retombée sociale aussi, parce qu'en fait, on a perdu ce lien entre les céréaliers et les éleveurs. Et quand on dit à des éleveurs, on va collecter ton colza, pour que tu puisses alimenter tes brebis derrière, eh bien, ça a du sens et ça recrée du lien sur le territoire. Et enfin, en termes d'environnement, ça a été dit, dans l'accompagnement des producteurs, l'idée, ça sera de pouvoir les accompagner pour aussi faire des cultures qui répondent aux besoins de demain sur la réduction de l'utilisation des produits phyto, mais aussi le maintien de la biodiversité. Et pour finir là-dessus, on a carrément créé une filière qu'on a appelée No Miel d'ici, c'est-à-dire qu'avec les féveroles, par exemple, qu'on va produire sur le territoire, l'idée, c'est de produire du miel et de pouvoir la proposer sur notre territoire. Voilà. Merci. Merci pour le sprint. On va pouvoir prendre 5 minutes de questions, si vous en avez. Luc, si on peut venir le micro devant. Merci. On voit qu'il faut développer un paquet d'énergie pour essayer de solutionner un problème qui paraît pourtant pas si compliqué en fait. Puis c'est pas que l'Occitanie qui a ce problème-là. Je pense que la Maison France, elle l'a depuis longtemps. Moi, dans votre région, qu'est-ce qui manque pour développer une vraie filière soja, pardon, pour que vraiment le soja se développe? La grosse difficulté qu'il y a eu pour avoir des cultures de soja, ça a été le prix. Clairement, enfin aujourd'hui, la grosse difficulté dans toutes ces cultures, c'est que les céréales, et on l'a vu l'année dernière, sont tellement bien payées que du coup, le soja est laissé de côté. Après, il faut dire aussi une chose, le soja, je ne vous apprends rien, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas d'irrigation, c'est très compliqué. Donc, ça demande aussi techniquement des investissements. Et puis, c'est une culture qui est quand même assez technique. Donc, des gens qui ont fait toute leur vie des céréales, c'est compliqué aujourd'hui, il faut les accompagner. Donc, nous, l'idée, c'est de les accompagner techniquement, mais aussi derrière d'avoir des contrats en termes de prix qui correspondent pour les inciter à faire du soja entre deux cultures. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est surtout ça les raisons. Bonjour. Vous avez cité un moment un outil de Terre Innovia, je crois, CAP quelque chose, hein, pas protéines, mais... Agronomie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur cet outil, comment il est utilisé, etc. Alors je n'ai pas cité mon collègue tout à l'heure, qui est Serge Moncé, qui s'occupe de vraiment la partie végétale collecte. Alors, je ne remplacerai pas son poste. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce CAP agronomie, ce qui est prévu, c'est justement de retravailler la fertilité des sols. Donc, je ne vous donnerai pas en détail tout ce qui est prévu comme outil. En tout cas, c'est de retravailler la fertilité pour expliquer qu'une légumineuse, ça a du sens pour redonner de l'alimentation au sol. Il y a aussi, on parlait de la réduction des produits phytosanitaires. Nous, aujourd'hui, on est parti sur l'idée de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des biostimulants. Ça, c'est des choses qui se travaillent, qui ne s'inventent pas. Donc voilà, il y a la fertilité du sol, la réduction des produits phyto. Il y a aussi le maintien du rendement. Il faut que la culture soit quand même aussi technico-économiquement rentable pour le producteur.
Donc l'idée, c'est de l'accompagner, on va dire, pour résumer, sur la technique, vraiment, entre le lien sol-plante, et aussi sur l'économie de sa culture, quoi. Voilà. Et donc Terre Innovia, et justement au courant de ce projet, on est en lien avec eux pour essayer de mettre en place un conseil adapté sur ces cultures. D'autres questions au fond de la salle? Bonjour, je voulais juste savoir en fait qu'est-ce qui peut être mis en place pour que ce système-là soit, comment dire, intéressant économiquement tous les ans, parce qu'en fait il y a des éleveurs qui vont être incités, si le colza ou le soja est pas cher, à en importer, et de dire qu'est-ce qui va faire le choix que je vais prendre plutôt des pois, des féveroles locales. Alors, je comprends tout à fait l'autonomie, le local, on comprend bien, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une incitation financière, je sais pas, par le bilan carbone ou quoi que ce soit, qui permettrait de structurer votre filière? Parce que si une année ça fait le yo-yo, une année ça marche très bien, et l'année d'après personne ne commande chez vous, ça va être compliqué, je pense. Ouais. Alors la question est très bonne, justement. Avant de parler environnement, moi je n'ai pas parlé de durabilité. Je prends un exemple très concret. En 2021, fin 2021, avant qu'on ait le fameux crise de 2022 avec le contexte de la guerre, on a eu un manque de tourteaux de soja non OGM sur notre territoire et je pense en France. Et nos brebis laitières Roquefort, qui sont très consommatrices, ben on leur a dit, en pleine lactation, il n'y a plus de tourteaux de soja non OGM. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace par d'autres protéines. Le but de nos projets, il est là, c'est de se dire sur ces cultures-là, nous, on vous assure, même si c'est entre guillemets un peu plus cher, on vous assure une assurance d'avoir ce dont vous avez besoin. Donc c'est le côté, ce dont j'ai besoin, je l'ai parce que c'est produit localement. Après, en termes d'environnement, j'y reviens, vous l'avez évoqué, mais le transport, quand on voit juste sur la graine de colza, le transport, et en termes de coût aussi, parce que au-delà de l'impact carbone qui est réel, il y a aussi un coût de transport qui est affecté pour l'aller et le retour de la graine une fois transformée. Donc ça se retrouve de toute façon indirectement dans le prix de l'éleveur. Et dans ce que nous, on a souhaité mettre en place, c'est assurer un prix à la collecte pour le producteur qui soit décent, mais aussi qu'à l'arrivée pour l'agriculteur, par rapport à ce qui est importé, ça ne soit pas trop déconnant non plus. Sinon effectivement, comme vous le dites, ça ne marchera pas. Donc pour résumer, peut-être répondre concrètement, je dirais que c'est la durabilité de l'approvisionnement, sécurité de l'approvisionnement et la partie environnementale, impact carbone, parce qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils sont quand même de plus en plus sensibles à ça. Donc je dirais que les deux forts arguments sont là. Et peut-être le dernier pour finir, parce que si je parle vraiment de graines triturées, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la même chose qu'en colza. En brebis laitière, on manque énormément d'énergie, même s'il y en a dans les fourrages, hein. Mais la graine triturée, on garde la matière grasse, et ça a vraiment du sens pour la production laitière, de pouvoir garder toute l'essence même de l'huile et de la matière grasse. Donc voilà, les trois arguments pour moi, ils sont là.